Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Comme nous le disions hier, on a annoncé ces briefings particuliers parce que ça ne nous permettra pas seulement de revenir sur la riposte contre la maladie à virus Ebola, mais nous reviendrons aussi beaucoup sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2017, 2026, 2027, 2028 2026-2027. Merci Madame la Mineta, où nous allons évidemment, École sans Ebola, la ministre d'État, ministre de l'Éducation, qui nous fait le privilège de participer à cet exercice de redevabilité, pourra nous faire le point des préparatifs. Avec le ministre de la Santé, évidemment, nous reviendrons sur l'état actuel de la riposte, bien au-delà des chiffres que nous communiquons quotidiennement dans le cadre de la situation épidémiologique qu'on appelle CITREP, qui nous permet de donner des chiffres. Aujourd'hui, nous avons tous observé qu'il y a beaucoup de personnes qui guérissent, il y a des traitements qui sont utilisés, il y a des vaccins qui sont annoncés. Le ministre de la Santé aura l'occasion de nous faire le point d'abord de l'état actuel de la riposte, de comment les virus se comportent, mais aussi et surtout des mesures qui sont prises pour contenir la propagation du virus et les vaccins, comment justement ils seront distribués et administrés d'abord au personnel de frontline, c'est-à-dire les personnes les plus exposées, les personnes à haut risque. Ensuite, comment cela va se faire en ceinture, suivant évidemment les termes médicaux. Et donc aujourd'hui spécialement, on va se concentrer sur ces sujets qui est éminemment important pour permettre aux uns aux autres qui nous suivent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays de comprendre pleinement ce que le gouvernement de la République est en train de faire pour mettre fin à cette épidémie. Donc, Monsieur le ministre de la Santé, bonsoir. Merci justement de vous joindre de nouveau à cet exercice de redevabilité pour essayer de refaire un peu le tour du sujet. Évidemment, il y a toujours des messages alarmistes par rapport à la propagation de la maladie, surtout lorsqu'on regarde les nombres de morts, mais il y a surtout beaucoup d'optimisme au regard des tableaux que vous regardez quotidiennement et du travail qui est fait sur terrain, l'occasion de rendre aussi hommage à toutes les équipes qui sont déployées dans les parties du pays qui sont évidemment touchées par l'épidémie. Alors, il y a beaucoup à dire, mais de manière traditionnelle, nous commençons d'abord par la situation épidémiologique du jour. Ensuite, vous allez nous faire le tour. On a parlé des cas des morts à Bouta. On parle de la Chopo, on fera un focus spécial sur la Chopo et que par la suite, on dira ce que fait notamment la nouvelle équipe de l'incident manager, le docteur Aouka, qui est sur place depuis plusieurs semaines déjà. Donc, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellence. Je salue tous les membres de la presse et je voudrais ici d'abord dire que ce virus nous apprend beaucoup de choses. Je vous rappelle que c'est le virus Bundibugyo, ce n'est pas le virus Zaïre, qui donne cette maladie Ebola, que nous avons déclaré il y a exactement 3 mois. Au bout de 3 mois, nous avons à ce jour un peu plus de 5000 cas confirmés et un peu plus de 2300 décès, ce qui nous fait à peu près 47% de personnes. Et je dis que ce virus nous apprend beaucoup de choses parce que nous sommes partis avec l'assertion que Ebola, c'est Ebola. Donc Ebola Bundibugyo égale Ebola Zaïre. Et nous apprenons effectivement qu'il y a des nuances qui expliquent la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La première nuance que l'on peut remarquer, c'est que ce virus, effectivement, en 3 mois, a donné plus de cas que le virus Zaïre en 3 mois. Et je prends le virus Zaïre comme témoin parce que c'est celui qui nous a donné 15 épidémies, qui nous a permis de maîtriser un tout petit peu la connaissance de ce virus. Mais si vous prenez ce virus Zaïre, que nous avons notamment la grosse épidémie que nous avons eue en 2018, si vous prenez du mois de mai où on a eu le premier cas, au mois d'août où la riposte a commencé, et entre les deux, il ne s'est rien passé du tout en termes de riposte, vraiment rien, même pas une équipe sur terrain, eh bien, pendant ces 3 mois où il n'y avait rien, le virus Zaïre a contaminé très peu de gens. Mais si vous prenez Bundibugyo, comme je viens de le dire, en 3 mois, avec une très grosse riposte, elle a contaminé 5000 personnes. Donc on voit ça déjà comme une première différence entre ces deux virus.
Et quand je dis avec une grosse riposte, c'est que nous sommes partis de 0 laboratoire à plus ou moins 20 laboratoires en 2 mois. Nous sommes partis de 0 lit à plus ou moins 1600 lits. Et donc, ça montre que la riposte a été très rapide et très vigoureuse, mais que le virus s'est répandu, malgré cela, très vite. Et on remarque aussi que ce virus, malgré tout, reste quand même moins létal que le virus Zaïre. Parce que vous vous rappelez que le virus Zaïre, c'était entre 60 et 80% des décès. Ce qu'on remarque, et pourquoi ce virus se répand beaucoup plus vite, c'est qu'on se rend compte d'une chose, que c'est un virus qui ne fait pas très peur aux populations. Parce que les symptômes de départ, ce sont des symptômes qui sont, on va dire, comme toutes, retrouvés dans beaucoup de maladies. Par exemple, quasiment tous nos malades viennent parce qu'ils ont d'abord mal à la tête. Des maux de tête très importants. Ensuite, ils ont de la fièvre et des douleurs abdominales. Et puis, progressivement, ils sont dans une phase qu'on appelle humide, où ils font maintenant de la diarrhée et des vomissements. Mais très peu d'hémorragie. On a moins de 10% des personnes qui font des hémorragies. Or, nous sommes partis avec l'assertion, Ebola, Zaïre, c'est fièvre hémorragique, donc la peur. Les gens voient le sang du nez, couler du nez, des yeux, des oreilles, de partout, donc les gens ont peur. Mais celui-ci, il reste, on va dire, presque gentil dans les premiers jours, et donc les malades ont le temps de rester dans la communauté et d'aller contaminer d'autres personnes. Ce qui fait que la contamination est plus importante. Mais comme je dis, la létalité reste somme toute inférieure au virus Zaïre. Maintenant, quant à la propagation du virus, un sujet qui interroge beaucoup, qui effraie beaucoup, je voudrais vraiment insister là-dessus en disant, nous avons décidé, au niveau du ministère de la Santé, de la transparence la plus totale, en disant, un cas égale une épidémie. Et nous avons dit, une zone touchée par un seul cas devient une zone épidémique. Ce qui fait que quand nous annonçons par exemple que nous avons 55 zones de santé touchées, cela veut dire que l'épidémie touche un territoire géographique des 55 zones de santé. En sachant que dans cette partie-là, sur les 5 provinces qui sont impliquées, on a un peu plus de 140 zones de santé, on a 55 qui sont touchées, donc on est autour de 30% des zones de santé touchées. Mais là, quand on regarde la géographie de manière beaucoup plus proche, c'est-à-dire les aires de santé, eh bien, on se rend compte qu'on est à 8% d'aires de santé touchées. Donc, c'est notre excès de transparence, entre guillemets, qui donne cette impression que le virus est partout. Parce qu'en réalité, en termes d'aires de santé, et je vous rappelle qu'une aire de santé, c'est plus ou moins 10 000 personnes, en termes d'aires de santé, on est à 8% d'aires de santé touchées. Donc, en résumé, en termes de chiffres, nous sommes autour de 5 000 cas confirmés, autour de 2370 cas de décès, avec à peu près un taux de suivi de 82% des cas contacts, mais nous sommes dans à peu près 55 zones de santé touchées qui correspondent en termes d'aires de santé à 8% d'aires de santé. Alors, on a ces provinces, vous le connaissez, donc on a bien sûr Ituri, et ça c'est encore une autre leçon. Jusqu'à présent, 85 à 90% des cas sont toujours dans l'Ituri, au bout de 3 mois. Donc l'Ituri reste vraiment la zone où le virus se concentre. Et même quand on regarde l'Ituri, c'est 5 à 6 zones de santé qui sont vraiment, qui concentrent 80% des cas. Donc c'est vraiment un virus finalement qui est compacté en Ituri. Il y a sûrement des explications que nous allons pouvoir avoir, mais le virus est compacté là-dedans. Après, il y a le Nord Kivu, qui est la deuxième province. Ensuite, on a quelques cas dans la Chopo. On a confirmé 14 cas dans la Chopo, mais en sachant que ces cas sont venus de l'Ituri. On a confirmé des cas dans le Haut-Ouélé. On a confirmé un cas à Bouta, dans le Bas-Ouélé. Et donc, voilà à peu près l'étendue du virus actuellement et de l'épidémie. Monsieur le ministre, on va revenir spécifiquement sur le cas de la Chopo, parce que c'est un cas qui nous a alerté justement
sur le fait que les virus quittaient l'épicentre qui était donc en Ituri, pour parler du nombre de morts. Vous êtes spécialiste, ce n'est pas tous ceux qui nous suivent qui les sont. 2300 morts, les gens ont le droit d'avoir peur, Monsieur le Ministre. Oui, absolument, absolument. Mais ils ont le droit d'avoir peur, non. Ils ont le droit de savoir, oui. De s'inquiéter parce qu'on a perdu 2300 Congolais, oui. Mais je voudrais rappeler que notre système de santé ne s'occupe pas d'Ebola. Il s'occupe de toutes les maladies infectieuses. Et que nous aurons plus de morts cette année par paludisme, nous aurons plus de morts par tuberculose, par VIH, les femmes qui accouchent, les nouveau-nés, la malnutrition, tout ça va tuer beaucoup plus. On parle d'Ebola parce que c'est une maladie que nous pouvons contenir si nous arrivons avec les mesures de santé publique, mais aussi avec des mesures médicales. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Mais parce que ça donne aussi cette espèce de crainte internationale. Absolument. Mais la réalité, c'est qu'au niveau international, les risques sont très faibles. Je voudrais vous parler spécialement de Kinshasa. Vous savez, depuis que des épidémies ont commencé, il y a à peu près 3 cas qui sont arrivés à Kinshasa. Je dis bien depuis que les épidémies ont commencé. Je ne parle pas de cette épidémie. Depuis 50 ans, donc, depuis 76. Il y a à peu près 3 cas qui sont arrivés à Kinshasa. Cette épidémie, il y a 0 cas à Kinshasa jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pour vous montrer que finalement, quand on présente les informations, on a vraiment l'impression que la planète est en feu, que la RDC c'est encore pire, c'est quasiment l'enfer. Mais en réalité, quand on regarde de plus proche, je viens de vous donner la géographie et le nombre de cas. Quand on regarde ça, on se dit, OK, nous devons être très très rigoureux avec la lutte, avec la riposte, mais nous devons relativiser et les chiffres et la géographie. Monsieur le ministre, n'oubliez pas qu'entre-temps, il y a eu coronavirus, entre-temps, il y a eu hantavirus, il y a comme cette peur, justement, mondiale sur le sujet. Mais qu'est-ce qui explique qu'au-delà d'une riposte robuste, celle que nous avons déployée, nous avons été avec vous sur place, qu'il y ait encore, il faut rappeler que la plupart de ces morts les sont dans la communauté et pas dans les centres de traitement. Absolument. Je viens de dire pourquoi. La raison, c'est d'abord les symptômes du virus. Je viens de dire que les personnes restent avec ces symptômes le plus longtemps possible avant de venir vers les centres de santé. Alors je vous donne le cas, par exemple, qui est décédé à Chopo, à Kisangani. Oui, bien sûr. C'est un cas qui est arrivé, qui est décédé dans les 3 jours, qui arrive avec des signes hémorragiques. Or, les signes hémorragiques, c'est déjà la phase finale. Mais ça veut dire que c'est une personne qui a traîné et la fièvre, et les maux de tête, et les douleurs abdominales, éventuellement des troubles digestifs, de la diarrhée, et les vomissements, avant de venir. Alors, avec ça, avec ces symptômes, les gens ont tendance à rester dans la communauté le plus longtemps possible. Vous savez, Ebola Zaïre, aucun chauffeur de taxi ne pouvait prendre un malade d'Ebola. Qui prendrait un malade qui a du sang dans les yeux, qui a du sang dans le nez, qui a du sang dans les oreilles? Personne ne le ferait. Mais aujourd'hui, un chauffeur de taxi va prendre un malade d'Ebola parce qu'il ne se rend pas compte que ce monsieur qui a la fièvre, ce monsieur qui transpire, qui n'est pas bien, il est malade d'Ebola. C'est ça qui fait que le virus traîne dans la communauté avant d'arriver. Nous faisons une grosse campagne de mobilisation pour que les gens comprennent qu'il faut venir le plus tôt possible au centre de soins, et on en parlera peut-être, parce qu'on a des résultats là-dessus, mais ce qui est certain, c'est que c'est le fait que les malades traînent dans la communauté qui entraîne la mortalité communautaire. Alors évidemment, on va en parler, mais Monsieur le Ministre, je voudrais qu'on revienne un peu spécifiquement sur les cas de la Chopo, parce que lorsqu'il y a eu ces cas, évidemment, Kinshasa, la Chopo, c'est les fleuves, c'est l'avion, beaucoup d'interactions. Alors comment vous avez traité ces cas et pourquoi aujourd'hui, en tout cas de ce que j'ai entendu, il n'y a pas eu de nouvelles contaminations sur place à Kisangani? Alors d'abord, il y a un médecin qui a soigné un malade qui est positif et qui est sous traitement. Donc, alors, Chopo, au total, nous avons eu 14 cas confirmés, mais en précisant que c'est des cas qui venaient de l'Ituri. Vous savez, Nyanya, qui est en Ituri, et qui est à côté d'un endroit qu'on appelle PK51, c'est-à-dire un endroit où il y a une mine, les gens quittent Kisangani pour aller travailler là-bas. Et dès qu'ils tombent malades, ils essaient de revenir chez eux. C'est le phénomène que nous voyons autour de ces virus. Par exemple, tout le Nord Kivu, ce sont les gens qui travaillaient à Mongwalu, dans les mines de Mongwalu,
mais qui sont des gens du Nord Kivu. Quand vous arrivez à Mongwalu, la plupart des commerces qui sont à Mongwalu sont tenus par des gens du Nord Kivu. Et dès qu'ils tombent malades, le premier réflexe, c'est de rentrer chez eux. Et donc, c'est comme ça que le virus est parti au Nord Kivu. Donc, à la Chopo, nous avons décidé, on a dit, OK, nous allons essayer de manière compassionnelle à traiter avec le remdesivir, le traitement antiviral, tous les malades de la Chopo. Et nous sommes, on va dire, agréablement surpris de voir que tous les contacts de la Chopo, les contacts à haut risque de la Chopo que nous avons traités, aucun n'a développé la maladie. Deuxièmement, tous les malades traités, ou ils ont négativé, ou alors ils sont encore en cours de traitement. Alors ça, c'est très important, ça veut dire que le médicament que nous utilisons pour traiter, vous savez qu'au début, on a dit on n'a pas de vaccin, on n'a pas de médicament. Mais nous nous rendons compte maintenant que le médicament, ce sont des vieux médicaments, ce n'est pas des tests qu'on fait. Sauf que c'était des médicaments antiviraux utilisés notamment pendant Covid. Et on avait l'impression que ces médicaments seraient efficaces contre Bundibugyo. Je rappelle que Bundibugyo, c'est un virus que nous découvrons. Il a donné une seule épidémie, petite épidémie en 2012 ici, mais sinon c'est un virus dont personne ne s'est occupé. Donc on découvre. Alors, à Kisangani, précisément donc, dans la Chopo, on voit que les malades qui sont sous traitement évoluent correctement. Mais nous allons le savoir avec la grosse étude que nous sommes en train de faire effectivement avec tous ces médicaments en double aveugle au niveau de la riposte en Ituri. Alors, Monsieur le Ministre, nous allons essayer de faire un petit effort parce que lorsque vous dites double aveugle, nous tous nous ne comprenons pas. C'est un langage technique. Vous aurez l'occasion de nous l'expliquer. Mais Monsieur le Ministre, là, vous avez parlé du traitement avec évidemment les remdesivir. J'espère que j'y suis arrivé. Ensuite, on parle d'essais cliniques. Ensuite, on parle du vaccin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les essais cliniques? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les vaccins à ces stades? Où est-ce que nous en sommes? D'abord, je voudrais vous dire que nous sommes à 3 mois de la riposte. Nous sommes partis avec une assertion simple, c'est qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Et donc, seules les mesures de santé publique suffiraient. C'est l'assertion de départ. Et c'est l'assertion qui était liée à notre connaissance scientifique il y a 3 mois. Mais nous nous rendons compte de tout ce que je viens de dire ici, que ce virus nécessite des mesures supplémentaires, des mesures médicales. Nous avions déjà anticipé en disant on va faire l'étude sur les médicaments que nous connaissons pour voir s'ils sont efficaces. Je viens de vous dire que nous utilisons à la Chopo le remdesivir. Mais les essais cliniques, il y en a 2. Je vais revenir. Essais cliniques pour les vaccins? Non, pour les traitements. Pour les traitements. Pour les traitements. Je vais parler du vaccin après. Il y en a 2. Le premier est composé de 3 bras. Le premier essai clinique est composé de 3 bras. C'est-à-dire, nous mettons des malades sous un médicament, qui est le remdesivir. Nous mettons des malades sous un autre médicament, le MBP 134. Vous vous rappelez l'anticorps monoclonal dont j'ai parlé le premier jour ici, tout à fait, ouais. Le médicament américain. Et ensuite, nous mettons des malades sur les 2 médicaments. Donc, des malades qui sont seulement sur un médicament, des malades qui sont sur un autre médicament et des malades qui sont sur les 2 médicaments combinés. C'est ça le premier essai clinique. Et cet essai clinique va nous donner les résultats d'ici peut-être 3 semaines, 1 mois, parce que nous avons déjà enrôlé beaucoup de personnes et nous pourrons donc, en ce moment-là, tirer la conclusion. Alors pourquoi j'ai dit que c'est à double aveugle? C'est que même nous ne savons pas qui reçoit le médicament et qui reçoit un placebo. Un placebo, c'est quelque chose qu'on vous donne qui ressemble au médicament, mais qui n'est pas le médicament. Et donc, tout ça se présente de la même manière, et nous donnons sans savoir à qui nous donnons le médicament. À la fin, une équipe indépendante va comparer cette fois-ci en sachant maintenant qui a reçu le médicament et qui n'a pas reçu le médicament. Ça nous permettra de voir comment ceux qui ont reçu le médicament ont réagi et comment ceux qui ont réussi le placebo ont réagi. Monsieur le ministre, juste une question de précision, parce que tout à l'heure, vous aviez dit que remdesivir a permis de traiter quelques cas à Kisangani, et vous dites aussi que remdesivir combiné au MBP font partie des essais cliniques. Oui. Alors, il y a 2 choses. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'expliquer. Je vous en prie. Il y a 2 choses. La première, c'est que nous faisons de la recherche. On appelle ça les essais cliniques.
La deuxième, c'est que nous faisons ce qu'on appelle un traitement compassionnel. On dit, OK, on sait que ces médicaments fonctionnent pour les autres virus, c'est un médicament déjà connu, et on sait que ça, c'est un virus, probablement aussi, traitons ces gens qui ne sont pas dans la recherche avec ce médicament. Là, nous savons que nous donnons vraiment du remdesivir à ces malades-là de manière compassionnelle. Et c'est ce que nous avons fait à Kisangani, et c'est là où nous avons les résultats dont je vous parle. Ce qui nous fait dire que probablement la recherche va confirmer cela. Mais la recherche est beaucoup plus large que ça. La conséquence de ce qui se passe à Kisangani, c'est quoi? C'est que nous avons redemandé d'autres doses de médicaments pour continuer les traitements compassionnels. Et c'est ce qu'on va faire à Buta, c'est ce qu'on va faire à Isiro, parce que là, ce n'est pas la recherche, ça c'est le traitement compassionnel. Mais nous avons déjà une grosse tendance à Kisangani qui nous aide à décider. Monsieur le ministre, avant que nous passions la parole à la ministre d'État, qu'est-ce que vous pouvez nous dire maintenant sur les vaccins? Alors maintenant sur les vaccins, d'abord je devais finir sur la recherche des traitements. Nous avons maintenant un autre médicament cette fois-ci, excusez-moi du terme parce que nous les médecins on a toujours des termes bizarres, obeldesivir. Alors l'obeldesivir, lui, c'est le remdesivir, odemdesivir. Non, obeldesivir. Lui, c'est par la bouche. Alors, pourquoi c'est important? Parce que si nous avons la certitude aussi qu'il est efficace, nous allons l'utiliser contre les personnes contacts à très haut risque. Une maman qui a soigné son mari qui est décédé, tous les membres de famille d'une personne décédée. Si ce médicament obeldesivir est efficace, par la bouche, c'est encore plus efficace. Donc il y a cet essai aussi qui est en cours. Maintenant, les vaccins. Vous vous rappelez, donc, je redis encore qu'au début, nous avons dit qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Mais vous vous rappelez que nous avons déjà le vaccin contre Ebola Zaïre, notre RVBO. Ce vaccin que nous avons utilisé de manière très large pendant l'épidémie de 2018, nous avons vacciné plus de 265 000 personnes à cette époque, donc c'est un vaccin qui est très connu. Et c'est le vaccin qui nous a aidés l'année passée. Vous vous rappelez qu'on avait Ebola l'année passée à Boulapé. Nous avons stoppé cet Ebola avec ce vaccin. Donc nous étions partis sur le fait que ce vaccin, c'est contre Zaïre, ce n'est pas contre Bundibugyo. Mais comme nous avons 3 mois, pendant ces 3 mois, les scientifiques ont décidé de regarder le comportement des malades Bundibugyo par rapport à ce vaccin Zaïre. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que, d'abord, de manière intuitive, les personnes qui étaient vaccinées contre Zaïre à l'époque et qui travaillaient à Bunia, dans cette épidémie actuelle, ou ne sont pas tombés malades, ou ont fait une maladie légère, mais en tout cas, ils ne sont pas morts. Donc ça, on l'a constaté pendant cette épidémie. On a vu que le personnel médical, notamment, du centre médical évangélique de Bunia, où il y a eu plus de 37 personnels de santé contaminés, tous ceux qui étaient vaccinés contre Zaïre, ou ils n'ont pas développé la maladie, ou ils ont développé une maladie légère. Ça, c'est un constat, ce n'est pas encore une affirmation. Mais à côté de ça, les scientifiques ont travaillé aussi sur des singes à l'extérieur de notre pays pour voir les singes qui ont reçu le vaccin Zaïre contre Bundibugyo et les singes qui n'ont pas reçu ça. On a tendance à remarquer que les singes qui ont reçu le vaccin sont beaucoup, beaucoup mieux protégés que ceux qui n'ont pas reçu le vaccin. Le vaccin que nous connaissons, l'ancien vaccin. D'ailleurs, moi, je suis vacciné avec ça. Parce que Boulapé, on avait vacciné les gens. Donc moi, je suis vacciné avec ça. Donc c'est un vaccin qu'on connaît. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une recherche sur la population congolaise. Maintenant, à côté de cette observation sur les animaux, les scientifiques ont maintenant dosé les anticorps contre Bundibugyo quand on donne le vaccin Zaïre. On se rend compte que ces personnes-là développent des anticorps contre Bundibugyo alors qu'ils ont reçu le vaccin Zaïre. Voilà pourquoi nous avons décidé d'élargir cet essai maintenant au niveau du personnel de santé, parce qu'on sait que c'est un vaccin qu'on connaît. D'ailleurs, qu'on avait prévu, avant cette épidémie, on avait prévu de faire une grosse campagne de vaccination avec ce vaccin pour la prévention. On avait prévu l'Équateur, même l'Itourie, c'était prévu déjà. Et c'est pour ça qu'on avait 2000 doses et qu'on avait commandé 1 million de doses.
Mais maintenant, on se rend compte effectivement que, d'abord au niveau de l'observation, on se rend compte que les personnes qui étaient vaccinées sont mieux protégées. Au niveau des essais chez l'animal, on se rend compte que les animaux qui reçoivent le vaccin sont mieux protégés. Et au niveau biologique, quand on va doser les anticorps, on se rend compte que ces anticorps sont produits chez des personnes qui sont exposées à Bundibugyo, alors que, qui sont exposées à ce vaccin, alors que c'est un vaccin anti-Zaïre. Donc sur cette base-là, on a décidé deux choses. On a décidé qu'on rajoute le vaccin pour la recherche, plus de 20 000 doses, et on rajoute le vaccin de manière compassionnelle, c'est-à-dire comme on a fait avec Sangani. Bien sûr. C'est-à-dire que comme c'est un vaccin connu, on l'utilise à grande échelle, parce que là, on a la certitude maintenant d'avoir 70 000 doses, c'est déjà beaucoup, et là, je peux vous informer que 2 000 doses sont déjà à Kisangani pour pouvoir démarrer la vaccination du personnel de santé. Voilà, Monsieur le ministre, vous en direz plus aux questions qui seront posées par les journalistes tout à l'heure. Bien avant que je ne vous accorde la parole, Madame la ministre d'État, j'aimerais qu'on regarde un spot que vos équipes ont préparé, parce qu'au ministère de l'Éducation, on travaille déjà pour une rentrée scolaire sans Ebola. Stop Ebola! Nyota, pourquoi tu regardes l'affiche comme ça? Parce que ça parle d'Ebola. C'est une maladie très grave, hein. Ouh, Ebola, ça fait peur. Mais on peut se protéger, non? Oui, on peut se protéger. D'abord, on lave bien les mains avec de l'eau propre qui coule et du savon. Même quand mes mains ne sont pas trop sales? Oui, même là, les microbes, parfois, on ne les voit pas. Hé, pas comme une moto qui passe vite. Frotte bien partout. Comme ça? Paume, dos entre les doigts. Voilà! Maintenant, tu es champion des mains propres. Salut, Mutombo. Aujourd'hui, je te salue de loin, mon ami. Ce n'est pas que je suis fâché. Oui, on évite les accolades et les poignées de main pour réduire le risque. D'accord. Salut avec sourire, ça marche aussi. J'ai entendu dire qu'une personne de notre quartier est très malade. Si quelqu'un a de la fièvre, des vomissements, diarrhée ou saignements, il faut appeler un adulte vite. Et on ne touche pas la personne malade? Ouais, on ne touche pas. On va au centre de santé où on demande de l'aide. Nyota, est-ce qu'on peut toucher les vêtements ou l'assiette d'une personne qui a de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée ou des saignements? Non, les affaires d'un malade peuvent être dangereuses. Alors je garde mes mains tranquilles et j'appelle les grands. Si on a une question, on peut appeler gratuitement le 151. Les amis, Ebola n'est pas un jeu. Mais si on écoute les conseils, on protège l'école et la maison. Stop Ebola, main propre, école protégée. Stop Ebola, main propre, école protégée. Message du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté et du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Alors, Madame la ministre d'État, c'est très pédagogique. Saluer avec le sourire, ça marche aussi. C'est de cette manière, justement, que vous préparez nos enfants. Je rappelle que ce spot est sous-titré en swahili. Évidemment, il y aura des versions adaptées pour les langues locales. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dans les préparatifs, justement, de la rentrée scolaire dans les parties du pays qui sont touchées par la maladie à virus Ebola? Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Communication. C'est d'abord important de bien circonscrire les choses du point de vue de l'éducation nationale. Le ministre de la Santé a bien rappelé les zones qui sont touchées d'un point de vue des zones de santé et aires de santé. Mais donc pour nous, au niveau de l'éducation nationale, dans les provinces administratives qui sont touchées, nous avons 138 sous-divisions éducationnelles. De ces 138, il y en a 40 qui sont touchés, et de ces 40, il y en a 18 qui sont à haut risque, soit 13%. Alors, c'est cette situation qui nous permet
d'adopter ensemble, avec le ministre de la Santé, une rentrée différenciée. Donc la rentrée a bien lieu le 1er septembre, mais de manière différenciée. Pourquoi? Parce que l'on peut avoir ces zones vertes, qui sont ces zones qui ne sont pas touchées par la maladie, les zones oranges qui sont les zones touchées, puis on a les zones rouges qui, elles, sont des zones à haut risque. Alors, le ministère a un dispositif pour pouvoir agir dans ce cas. C'est l'enseignement à distance que vous savez qu'il a été, depuis février 2025, qui a été officialisé. Il y a eu un arrêté qui a rendu légal l'enseignement à distance. Et donc, les enfants qui poursuivent l'enseignement à distance c'est tout à fait complémentaire à l'enseignement classique en présentiel et ils peuvent passer les épreuves certificatives, même l'examen d'État, selon des dispositifs qui sont précisés dans les mesures d'accompagnement. Alors ici, à l'entame, je voudrais être très claire quand je parle d'enseignement à distance. Il ne faut surtout pas entendre enseignement en ligne ou Internet. Justement, dans ce cas précis, pour l'épidémie d'Ebola dans les 18 zones à haut risque, c'est un enseignement à distance léger, sans Internet ni acquisition de matériel qui serait exigé aux enfants. On va en fait adopter un système qui sont des cahiers, des cahiers, même des feuilles qui seront produites, basées sur le programme, limitées à des savoirs essentiels et qui seront distribués aux enfants pour leur permettre de continuer le travail à la maison. Et ce dispositif de feuilles qui leur sera distribué va être accompagné, complémentaire, avec des émissions radio qui seront complémentaires aux feuilles pour que les apprentissages continuent. Alors évidemment, quand on se dit l'enfant va recevoir 2 feuilles A4 recto verso avec les savoirs, est-ce que ça va suffire à établir l'ensemble des savoirs qui sont prévus? Évidemment non. L'objectif, c'est de maintenir l'enfant en activité à l'école, à la maison, de ne pas le déconnecter de l'école et d'aller vers des savoirs essentiels qui sont définis avec les structures déterminées par le ministère. Et donc, la rentrée différenciée dit en fait que l'école reste le point de service éducatif. Donc l'école reste ouverte. Les enseignants sont présents dans l'école. Avec le ministère de la Santé, dans les zones à haut risque, ce ne sont que les enseignants et les encadreurs qui sont là. Tout le dispositif de lavage de mains, tous les kits sanitaires sont placés dans ces écoles. Et selon un roulement, un dispositif, une programmation, les enfants et les parents peuvent passer à l'école pour récupérer tous les 15 jours les feuilles qui leur permettent de travailler. Alors on va commencer d'abord pour 4 semaines ce dispositif et dans les 4 semaines, on va évaluer avec le ministère de la Santé parce que nous sommes convaincus qu'avec la campagne de vaccination, l'épidémie serait ainsi maîtrisée, mais dans tous les cas, même si cela devait continuer, tous les 4 semaines, les enfants auront accès, seront imprimés et distribués et diffusés dans les radios locales, les radios communautaires, les contenus qui permettent aux enfants de continuer à rester actifs et de continuer à apprendre ces savoirs essentiels qui sont définis. Donc voilà comment seront organisés. Alors je précise bien, notre objectif est d'éviter qu'une zone orange devienne une zone rouge et qu'une zone verte devienne une zone orange. Donc on est en train de travailler étroitement avec le ministère de la Santé, et c'est les messages que vous voyez que nous diffusons, la sensibilisation, les messages qui sont clairs. Si quelqu'un est malade, il ne peut pas venir à l'école. S'il présente de la fièvre, c'est toute cette communication qui est faite avec les enseignants, les chefs d'établissement et l'ensemble des structures. Donc il y a une forte collaboration entre nos 2 ministères, parce que le but évidemment c'est de continuer à contenir cela et éviter qu'il y ait propagation de la maladie. Vous l'aurez compris, on veut éviter qu'il y ait des rassemblements importants. Donc on va limiter ça dans les zones strictement en collaboration avec le ministère. Alors, allez-y, parce que non, j'avais juste besoin d'avoir une précision. Peut-être penser à la partie des examens. On va y arriver. OK, mais donc, comme je vous disais, le dispositif se fait toutes les 4 semaines. En période d'examen, si on arrive jusque-là
avec l'épidémie. Dans tous les cas, les examens se passent bien à l'école. Les enfants doivent revenir à l'école, mais là, nous mettrons en place les dispositifs de distanciation, plus toutes les mesures de prévention pour assurer que cela se passe. Mais nous pensons bien que les choses devraient être réglées avant que nous arrivions. Mais dans tous les cas, le ministère est prêt à faire face à ces situations. Alors, Madame la ministre d'État, vous avez dit éviter qu'une zone orange devienne une zone rouge et qu'une zone verte devienne une zone orange. Alors, on va faire un peu de pédagogie. Zone rouge, zone orange, zone verte, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, comme je disais, la zone rouge est une zone à haut risque. C'est celle qui est définie avec le ministère de la Santé. C'est pour le moment où c'est vraiment le hotspot. On a le plus grand nombre de personnes qui sont contaminées, de morts, etc. Ils sont principalement dans la partie de l'Ituri, qui sont les sous-divisions qui sont des zones rouges. Les zones oranges, ce sont des zones qui sont touchées, mais pour lesquelles la maladie est encore maîtrisée et que l'on n'a pas un fort impact à ce niveau-là, mais on doit rester de vigilance importante. Puis les zones vertes sont les zones où on n'a pas encore eu de cas d'Ebola qui ont été déclarés. Et donc, le travail, et c'est ça qui est important, c'est que cela ne relève pas que du ministère de la Santé. C'est-à-dire d'éviter qu'il y ait cette contamination et que les zones soient touchées relève de l'ensemble des services de tout le monde. Et donc pour nous, à l'Éducation nationale, on doit absolument éviter qu'une zone qui ne bascule dans la partie rouge. Et c'est pour ça que le travail de sensibilisation avec les écoles, les parents, les enseignants, touche directement le système éducatif sera forte en collaboration avec la santé, parce que nous ne voulons pas, évidemment, notre objectif, c'est un objectif pédagogique, il faut maintenir les apprentissages. Les enfants ne peuvent pas être deux fois pénalisés, et par l'épidémie et par l'arrêt des cours. Donc on maintient les cours, mais on met en place un dispositif où ils peuvent continuer à domicile avec leurs parents et avec des enseignants référents qui reste le contact avec la famille, avec les élèves, pour que les apprentissages puissent continuer. Et j'insiste bien, le but, c'est de mettre le dispositif soit le plus léger possible. Il ne doit rien coûter de plus aux parents. C'est un élément important. Donc, c'est pris en charge par le gouvernement avec nos partenaires. Mais les apprentissages sur les savoirs essentiels doivent absolument continuer pour que les enfants ne soient pas coupés et puissent facilement revenir à l'école quand le système sera revenu à la normale. Alors, vous avez parlé, évidemment, on va prendre les questions, mais vous avez parlé des zones à haut risque, des dispositions prises, mais pour les zones, par exemple, orange, à la rentrée, qu'est-ce que les enfants vont constater et quels sont les comportements qui sont attendus des enfants? Moi, je rajouterais, ce n'est pas seulement une question de santé, d'éducation des parents, mais c'est aussi une question des médias, parce qu'il faut faire beaucoup de sensibilisation et de communication pour que tout le monde adopte ou respecte les mesures de santé publique qui permettent d'éviter d'être touché par la maladie. Tout à fait. Donc dans ces zones oranges, là, ce serait en fait l'accent, ce n'est pas l'arrêt ou l'enseignement à distance, c'est vraiment par contre la prévention et tous les kits sanitaires. Ça, c'est ce qui est mis pour les écoles qui sont dans les zones oranges. Donc c'est toute la sensibilisation. Si vous êtes malade, vous restez à la maison, vous ne venez pas à l'école si vous avez les symptômes, vous prévenez, vous passez dans la zone de santé. La vidéo rappelle bien les mesures ou les gestes qui sauvent. Appelons ça comme ça. Donc les zones oranges, donc les zones touchées, sont les zones sur lesquelles l'accent est surtout mis sur la prévention, sur l'hygiène, sur les kits qui sont mis au niveau des écoles. Les zones rouges, ce sont celles pour lesquelles l'enseignement à distance est mis en œuvre, parce que l'école ne peut pas continuer dans son format classique dans ces zones-là. Très bien. Alors, on va commencer la série des questions avec M. Patrick Lacoué, qui sera suivi de M. Joseph Tibanda. Soyons, s'il vous plaît, restons sur les sujets et des préférences, une question par personne pour nous permettre de prendre le maximum de questions et d'apporter le maximum d'éléments d'éclairage. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. J'avais 3, mais je prends 2 pour permettre aux autres aussi d'avoir le temps de parole. Monsieur le ministre de la Santé, pouvez-vous nous expliquer la politique de détection des cas que vous avez enregistrés? Est-ce des patients qui vont vers les centres de santé ou
ce sont les équipes de riposte qui vont vers la population pour détecter ces cas-là, puisque jusqu'à présent, excusez, c'est mon opinion, la politique de faire venir les malades vers les centres de santé ne marche pas. Vous avez tout à l'heure donné l'exemple d'un taximène qui prendrait facilement les cas Bundibugyo que le cas Zahir. Parce que le cas Zahir donne amplement des signes visibles sur la maladie. Alors, pour moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les malades doivent venir vers les centres au lieu des équipes faire le mouvement inverse. Je ne sais pas qui va répondre puisque la question c'est sur les enseignants dans les zones à risque. Est-ce dans le cas où on prend le vaccin comme option de prévention, est-ce que les enseignants seront les premiers à être bénéficiaires du vaccin ou ils attendront la sélection des autorités? Puisque les enseignants comme les médecins sont les personnes les plus en contact avec les populations. Comment ça va se passer? Merci. Voilà, merci. Monsieur le ministre de la Santé. Mais je peux répondre aux deux questions. En commençant déjà par... parce que même la deuxième question, c'est plutôt le choix du secteur de la santé pour la vaccination, en fait. Alors, d'abord, pour la politique de détection des cas, il n'est pas possible que le système de santé aille dans les communautés. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des laboratoires. Le diagnostic se fait par laboratoire. On ne peut pas amener le laboratoire dans la communauté. Par contre, c'est la sensibilisation qui dit aux gens, moindre symptôme, venez pour qu'on vous détecte. Alors, on a fait deux choses. Premièrement, je viens de décider que tous les soins de santé en Ituri sont gratuits. On a validé ça. Tous les soins sont gratuits. Pourquoi on décide ça? Pour que quelqu'un qui a une maladie qu'il pense une maladie banale, qu'il vienne quand même et que nous, on disions, ce n'est pas Ebola. Et donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas que la barrière financière, que la barrière économique puisse être un frein. Et cela, quel que soit le centre de santé, même dans les centres de santé qui ne sont pas impliqués dans Ebola. C'est pour ça que nous avons décidé que tous les centres de santé, désormais, vont recevoir tous les kits nécessaires pour que chaque médecin, chaque infirmière soit toujours prudente. Parce que le malade qui vient en face, vous ne savez pas s'il a Ebola ou pas. Vous ne le savez pas. Il peut venir en disant « j'ai juste de la diarrhée ». C'est peut-être tout simplement le paludisme. C'est peut-être une autre maladie infectieuse, mais c'est peut-être Ebola. C'est pour ça qu'on a dit « ok, maintenant on va généraliser, on ne va pas attendre seulement les centres de santé de traitement d'Ebola, mais on va généraliser ». C'est pour ça que j'ai décidé que tous les médecins de l'Ituri seront payés, tous. Que toutes les infirmières de l'Ituri seront payées, toutes. Que tout le personnel de santé sera payé. Parce que tout simplement l'Ituri concentre 85 à 90% des cas. Pour pouvoir justement faciliter le cas aux personnes pour qu'elles viennent facilement se faire diagnostiquer. Nous avons, comme j'ai dit, développé plus de 20 laboratoires en 2 mois. Ça, c'est jamais fait. Mais on se rend compte que le virus va vraiment vite. Parce que les gens ont tendance à penser que, bon, c'est pas ça. Des laboratoires mobiles. Des laboratoires mobiles, mais des laboratoires fixes aussi. On a installé beaucoup de laboratoires. Et donc, c'est pour faciliter justement ces diagnostics le plus proche possible des populations, au lieu d'attendre que les populations fassent... Vous savez, les premiers cas, on a amené des échantillons à Kinshasa. Vous imaginez un peu. Quand ce n'était pas Goma, mais Goma, ce n'était pas possible. Donc les échantillons venaient à Kinshasa. Donc en 2 mois, on a complètement inversé ça. Le laboratoire se fait sur place. Maintenant, par rapport à la vaccination, nous commençons... D'abord, je répète, on n'a pas dit c'est le vaccin contre Bundibugyo. C'est notre vaccin connu contre Zahir qui montre qu'il pourrait être efficace contre Bundibugyo. Et nous commençons par protéger les personnes les plus à risque, ce sont les personnes de santé. Un enseignant va avoir une classe. Il suffit qu'il ne touche à personne. L'enseignant n'est pas si exposé que ça. Mais le médecin est obligé de toucher le malade qui vient, quel que soit le malade. Donc lui, il est vraiment exposé. C'est pour ça qu'on a dit,
Et c'est l'accord que nous avons eu avec OMS, avec tous les grands bailleurs, justement, pour qu'on commence par les personnes les plus à risque, c'est-à-dire le personnel de santé. Et ensuite, on verra pour les contacts des gens malades ou morts, parce qu'eux, on sait qu'ils sont vraiment à risque. Ensuite, on verra, en fonction du nombre de doses que nous allons avoir, comment passer aux enseignants et à tous les responsables des groupes. Voilà. Merci. Monsieur Joseph Chibandalezi. Merveille Hassani se prépare. Alors, la première question, c'est au ministre de la Santé. Après 3 mois d'Ebola, quel bilan dressez-vous de la riposte? La deuxième, c'est à la Mineta. Hormis ce que vous avez énuméré, quel défi reste à relever pour assurer une bonne rentrée scolaire? Et puis, la deuxième question, la dernière d'ailleurs, dans les zones rouges et oranges, comme vous veniez de le dire, au cas où les dispositifs que vous avez évoqués ne réussissaient pas, quel mécanisme compterez-vous mettre en place pour ne pas nous amener à une année scolaire blanche? Voilà. Monsieur le ministre. Alors, c'est difficile de vous répondre en une seule phrase parce que je viens d'exposer tout ce qui s'est passé en 3 mois. Je vous dis que par rapport à la riposte, on a une riposte qui a nécessité une rapide... Rappelez-vous que 2 jours après la déclaration, j'étais déjà sur terrain. 9 jours après ça, nous y étions avec le ministre Mouyaya. Et nous sommes revenus plusieurs fois. Donc la riposte, nous l'avons poussée le plus rapidement possible. Nous avons, comme je vous dis, autant de laboratoires, je viens de vous le dire, autant de lits, je viens de vous le dire. Nous avons dépêché plusieurs équipes qui sont sur place et je peux dire que la riposte a été très importante. Cependant, j'ai commencé par dire que ce virus nous a appris beaucoup de choses. Une des choses qu'il nous a apprises, c'est qu'il n'est pas comme Ebola Zaïre. Il est plus contagieux du fait de ces signes qui sont des signes légers. Mais ça reste un virus Ebola qui tue. Et donc, à cause de ça, le nombre de cas est très élevé. Je viens de vous dire qu'on a en 3 mois 5000 cas. Et que Ebola Zaïre, en 3 mois, alors qu'il n'y avait même pas de riposte, n'a même pas fait le 10e de ça. Ça montre que ce sont 2 virus qui se comportent différemment. Donc ça, c'est des apprentissages de ces virus. Donc ils tuent moins, mais se contaminent plus. Et on a l'impression que pour l'instant, il est vraiment cantonné dans une grosse zone de l'Ituri, même si on a des cas qu'on note dans certaines autres provinces. Voilà. Madame la Mineta. Merci beaucoup. Alors, concernant les défis et ce qui reste à relever, alors évidemment, il y a la question de logistique. Nous sommes à 2 semaines de la rentrée, un peu moins, que l'on doit mettre en place ce dispositif. Donc l'ensemble des écoles, d'abord des équipes au niveau national sont en train de travailler. Alors tout de suite, quand ils ont reçu l'instruction qu'ils devaient mettre en place le dispositif d'enseignement à distance, ils sont tout de suite partis à imaginer 6 mois. Alors imaginez, préparer des ressources pédagogiques avec la radio sur 6 mois, en 1 mois, c'est absolument impossible. Et donc c'est pour ça que l'on met un dispositif de chaque fois 4 semaines. Donc en fait, on met un dispositif léger où en fait on travaille toutes les 4 semaines pour être sûr de tester, de lancer le système, voir justement comment il réagit et s'adapter pour qu'il soit mieux. Donc à la limite, ce sera beaucoup mieux, plus de temps on aura pour pouvoir installer cet enseignement à distance. Mais évidemment, nous ne voulons pas. Nous voulons que très rapidement, grâce à la vaccination, que cela s'arrête, que pour que les choses puissent reprendre leur cours normal. Donc la programmation, les équipes sont actuellement au travail. Elles sont en train d'assurer de préparer les feuilles que les enfants doivent suivre avec les radios. Donc c'est énormément de travail, on va dire, technique pour pouvoir produire ça. Les ressources sont mises à disposition par le ministre de la Santé, ce qui permet de confirmer qui va mettre à disposition les ressources. Et confirmer. Et pour que l'on puisse le faire. Donc c'est vraiment dans son travail logistique. Alors, qu'est-ce qui arrive si ça ne réussit pas? Mais en fait, l'enseignement à distance est tel qu'il est fait pour réussir.
Parce que, comme je vous l'ai dit, l'enseignement à distance est devenu un dispositif complémentaire à l'enseignement normal. Donc, ce n'est pas comme à l'époque de Covid, où, au fait, on s'est retrouvé imposé de fermer les écoles et on n'était pas préparé du tout. Et surtout, on n'avait pas de légalité à mettre en place l'enseignement à distance. Donc, au final, on fermait les écoles en disant juste que cette pandémie s'arrête vite, comme ça on revient à la normale. Non, grâce à l'arrêté de février 2025, maintenant c'est un dispositif tout à fait normal que l'on peut mettre en place, mais qui est prioritaire pour les enfants qui sont déplacés, pour les zones qui sont face aux maladies ou au changement climatique ou en guerre, etc. Donc c'est un dispositif normal. Ebola nous permet ici de le tester et donc il va permettre aux enfants de... En fait, grâce à ça, les enfants ne pourront... Il n'y a pas le risque d'avoir cette année blanche pour eux, parce que le dispositif est fait pour que ce soit tout à fait adapté. Évidemment, le risque, donc ça c'est la partie pédagogique. Le risque, par contre, est sanitaire. C'est-à-dire qu'il faut effectivement arrêter l'épidémie, parce que, bon, pour aller par exemple dans le dispositif léger, les enfants ou le tuteur doit quand même passer à l'école, récupérer les feuilles. Je précise bien que les feuilles ne sont pas ramenées à l'école, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un malade qui est touché, qu'il y ait un partage à nouveau de ces feuilles. Les enfants les gardent, travaillent à la maison sur leur cahier à côté, et ce sera travaillé avec l'enseignant selon une programmation précise pour éviter que l'on ait un flux d'individus. Donc on est vraiment en train, pour nous c'est un double objectif, s'assurer que les enfants continue l'école, en tout cas, à apprendre les savoirs essentiels malgré l'épidémie, et puis de s'assurer, de tester que l'enseignement à distance est bien le dispositif qui va les aider. Donc il n'y a a priori, à moins que cette épidémie commence à prendre des dimensions incroyables, mais on ne pense pas avec les mesures qui sont prises. D'un point de vue pédagogique, par contre, le système est préparé pour ça. Alors, Madame Hervé Assegny, allez-y pour vos questions, et puis Madame Pascaline Bayo se prépare. Bayo se prépare. Merci beaucoup. Alors ma question est adressée directement au ministre Roger Kamba. L'OMS alerte aujourd'hui sur une épidémie, donc loin d'être maîtrisée. Vous l'avez dit, 2300 cas de décès enregistrés et près de 5000 cas confirmés, avec 6 provinces touchées à ce stade. Voilà. Peut-on affirmer, avec 6 provinces touchées dans moins de 4 mois, peut-on affirmer que cette 17e épidémie d'Ebola, avec le virus Bundibugyo, échappe au contrôle? Si oui, quels sont à ce stade les principaux facteurs qui empêchent encore de reprendre le contrôle de l'épidémie? Alors, je voudrais d'abord vous dire que hier, j'ai reçu le grand patron des maladies infectieuses à Paris. Je l'ai reçu hier, il est ici. Il est à Bounia d'ailleurs maintenant. C'est lui qui a soigné, vous vous rappelez, un Français qui est passé, qui est arrivé à Paris et tout ça. Air France, les avions ne sont pas partis et tout ça. Vous vous rappelez de ce cas-là? Eh bien, le grand patron, là, le professeur Yazdan, est ici. Il est à Bounia, mais je l'ai reçu hier. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, vous avez tous les experts mondiaux chez vous. Donc si avec tous les experts mondiaux, on n'y arrive pas, c'est qu'il y a un petit problème. La chose est que nous apprenons de ce virus parce qu'il y a des différences avec le virus Zaïre. Ça, c'est la chose. Parce que nous sommes partis de l'assertion, comme je l'ai dit, c'est qu'il va se comporter comme Zaïre. Et donc, les gens vont avoir peur, ils vont pas toucher le malade. Il suffit de dire aux gens de manière forte, ne touchez pas. Les gens vont tellement avoir peur. Mais on voit que le virus se comporte différemment. Le virus n'échappe pas au contrôle. Le virus est tout simplement plus contagieux. Je viens de vous dire qu'en 2 mois, faire 20 laboratoires, ça ne s'est jamais fait. Donc, la riposte, elle est robuste, sauf que le virus est beaucoup plus contagieux. Mais ce virus-là, nous venons, avec la science, de découvrir de plus en plus de choses. Par exemple, que les malades bien pris en charge tôt, notamment avec les médicaments qui existent déjà, ces malades guérissent.
Et les cas contacts sévères, les contacts à très haut risque, prise en charge tôt, à qui on donne aussi un médicament préventif, ces gens-là aussi ne développent pas la maladie. Donc nous apprenons et nous nous adaptons très rapidement. C'est le cas de Kisangani dont on parlait tout à l'heure. Et nous apprenons aussi que le vaccin que nous avons déjà a une certaine protection. Je ne dis pas 100%, parce qu'il ne faut pas que les gens y répètent, maintenant on a le vaccin, c'est bon. J'ai dit que nous avons une certaine protection et les personnes vaccinées font une maladie moins importante. Et donc, autant nous avions juste des mesures de santé publique avant, maintenant nous ajoutons des mesures médicales, c'est-à-dire prise en charge spécifique et vaccin pour pouvoir contenir. Encore une fois, d'ici peut-être 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on saura encore plus sur le vaccin pour voir si nous le généralisons, dans lequel cas ça va interrompre encore plus vite la diffusion de la maladie. Alors, il y a un élément crucial qu'il faut intégrer justement lorsqu'on fait l'analyse de la riposte. En plus de ce que les docteurs ont dit, vous savez qu'il y a une expérience ici dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Et de toute cette expérience, il y a un besoin important des communautés de s'engager. Vous avez vu, le docteur tout à l'heure a dit qu'on a des laboratoires, y compris des laboratoires mobiles. Ça veut dire que la réponse sanitaire, c'est qu'elle exige, en termes de centres de traitement d'Ebola, en termes de laboratoires, en termes de capacité de testing, en termes des tenues, des matériels de protection de personnel de santé, tout est réuni. Mais il y a évidemment, par rapport au comportement du virus, un besoin d'aller davantage, ou que les communautés s'impliquent davantage. C'est aussi ça la responsabilité des médias, pour que nous tous nous prenions conscience qu'une chose est les traitements dans les centres, mais ce que nous observons dans les morts que nous comptons, ce ne sont pas des morts de ceux qui sont le plus arrivés à l'hôpital. Peut-être qu'on doit, Monsieur le ministre, faire aussi un focus sur les cas des guéris. Peut-être que vous devez nous dire aussi les guéris, comment ils arrivent à guérir. Nous en sommes à plus de 700 déjà. Non, plus de 1000. À plus de 1000, voilà. Peut-être qu'il faut nous dire aussi davantage sur les guéris. Comme ça, on peut voir ce qui se passe au niveau médical et voir dans quelle mesure, par rapport aux jours qui viennent, comment davantage engager les communautés pour adopter que nous sommes restés loin de la maladie. Lorsque votre frère, votre sœur a des maux de tête, c'est pour ça que les soins de santé sont gratuits dans toute la province de l'Ituri, amenez-les à l'hôpital. N'essayez pas de le soigner, parce que s'il a la maladie, il peut vous contaminer. Alors, c'est vraiment un point très important et je voudrais rebondir là-dessus et vous donner aussi encore des chiffres. Parce que moi, j'aime souvent donner des chiffres, ça parle mieux. J'ai dit qu'on est autour de 1600 lits à peu près. Mais si vous lisez notre site web, vous allez voir qu'on a 750 malades dans nos lits. Ça veut dire qu'on a des lits vides. Les capacités. Alors que la maladie existe. Ça veut dire que les gens traînent encore dans la communauté. C'est important, ce que le ministre vient de dire, que les gens viennent vers le centre de santé. Deuxième chose, le comportement incivique. Je vous donne 2 exemples. À Butembo, des jeunes gens qui sont déjà sensibilisés que la maladie existe vont arracher un corps et se promener avec dans la rue parce qu'ils disent « vous nous mentez, ce n'est pas Ebola, vous enlevez des organes ». Mais ce comportement-là fait que tous ces jeunes gens sont contaminés. Donc le comportement incivique aggrave la situation. Et nous en voyons beaucoup là-bas. Il y a des centres de santé qui sont détruits par des jeunes qui se disent « nous, on ne croit pas ». Donc on leur dit, on les sensibilise, mais ils nous répondent « on ne croit pas ». Et malheureusement, ils diffusent la maladie. Donc l'engagement communautaire est très, très important. Que vous avez mis au sein de la communauté pour résoudre ces problèmes. Mais c'est tout ça dont nous parlons, de la communication dont nous parlons, la sensibilisation dont nous parlons. Il faut vraiment sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser. On ne peut pas avoir des lits vides pendant qu'on sait qu'il y a des malades dans la communauté et ces lits sont gratuits. Voilà, on va prendre les questions de Madame Pascaline Bayo. Madame, allez-y s'il vous plaît.
Merci, ministre, pour la parole. J'ai une question pour Madame la ministre de l'Éducation nationale. Dans 2 semaines, comme vous venez de le dire, c'est la rentrée scolaire. Comment l'enseignement à distance sera-t-il organisé et quels moyens de communication seront privilégiés pour atteindre les élèves? Alors, je vais répondre en donnant le cas concret. Okay, les parents, l'élève d'une école qui est touchée va recevoir une information venant de l'école qui va passer par toutes les structures du ministère qui lui dit notre école est dans les écoles de la zone rouge, c'est-à-dire celles pour lesquelles pour le moment on a 18 sous-divisions qui sont à haut risque. Dans ces 18 les sous-divisions, c'est à peu près 2890 écoles qui sont concernées par le dispositif de l'enseignement à distance à ce jour. Dans cette école-là, le parent va recevoir via l'école une communication qui lui dit l'école est dans une zone rouge, elle passe dans le dispositif d'enseignement à distance léger. Ça veut dire que votre enfant ne vient pas à l'école pour pouvoir suivre le cours, il vient où vous récupérer le cahier de travail pour les 2 semaines où il va travailler à la maison. Dans ce cahier, il va recevoir évidemment le programme essentiel qui est prévu pour les 2 premières semaines de septembre, plus une programmation de diffusion des émissions à la radio qui doivent compléter son apprentissage. Donc le parent ou l'élève, selon un programme qui sera défini par l'école, vont passer à l'école en respectant tous les gestes barrières nécessaires, récupérer ces feuilles pour les 2 prochaines semaines. Puis donc il rentre à la maison et les feuilles sont faites pour permettre à l'enfant, accompagné d'un adulte qui est présent, avec les instructions qui y sont mises, de pouvoir assurer le travail. L'enseignant reste en contact avec, donc l'école et les enseignants restent en contact à distance avec l'école pour répondre à la moindre difficulté. Au bout de 2 semaines, le parent ou l'élève doit revenir à l'école, récupérer le cahier pour les 2 autres semaines. Et donc c'est ce dispositif qui est mis que dans les 2890 écoles qui sont pour le moment dans les zones qui sont rouges. Voilà comment s'organise l'enseignement à distance. Donc tout le système éducatif va être mobilisé pour être sûr qu'on ne perde pas les enfants, qu'on soit au courant où ils sont, qu'ils suivent bien le système. Alors, ils vont recevoir évidemment forcément un programme plus léger. Ce ne sera pas le programme que normalement ils auraient dû avoir à l'école, mais c'est un programme qui fait qu'on puisse assurer que les savoirs essentiels dans les disciplines clés, comme pour le primaire, savoir lire, écrire, compter, je veux dire le français, les mathématiques et les sciences seront évidemment les disciplines pour lesquelles on va continuer les apprentissages, c'est qu'on puisse assurer que les enfants, quand ils restent, ils sont obligés de rester à la maison, ils puissent continuer à travailler. Mais l'école reste ouverte. Donc l'école n'est pas fermée, les enseignants doivent rester présents parce que justement il faut qu'il y ait cette communication et puis comme on sait, même quand on fait une sensibilisation, parfois les parents n'obtiennent pas l'information, donc il faut que l'on ait les kits d'hygiène et qu'on ait des mesures qui seront bien données aux enseignants pour s'assurer que lorsque les enfants viennent, l'instruction leur est bien donnée, le travail qu'ils doivent faire leur est bien remis et que le contact reste avec l'école. Donc la communauté, et c'est ici pour moi l'occasion aussi de donner un message à la communauté, de bien dire que l'on a intérêt à maintenir, à faire travailler les enfants à la maison. C'est très important que la communauté joue le jeu de faire passer l'information, que la communauté joue le jeu de faire travailler les enfants, que la communauté aussi permette d'écouter les messages. Il faut savoir qu'avec nos partenaires, il y aura aussi des radios qui seront distribuées aux familles pour assurer que l'écoute se fasse bien pour les familles qui n'auraient pas de radio. Donc on met en place avec tous les partenaires tous les dispositifs pour que ces enfants puissent continuer à apprendre. Ça, c'est dans les zones où l'enseignement à distance léger est mis en place. Par contre, maintenant, dans les zones où on sait qu'on n'est pas encore dans une forte concentration de cas de décès, donc dans les zones oranges, là, c'est par contre toute la sensibilisation sur les mesures de barrières, sur tous les kits sanitaires qui sont définis avec le ministère de la Santé, qui, eux, sont mis en place, avec aussi ce message, c'est encore deuxième message à la communauté, nous devons ensemble empêcher qu'une zone
orange deviennent une zone rouge. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre très au sérieux la maladie. Il faut se protéger. Si on est malade, il faut rester à la maison et il faut éviter les contacts. Il faut vraiment être honnête et ouvert et suivre ces procédures parce que pour nous, l'école doit continuer, nos communautés doivent être en bonne santé et donc on veut travailler ensemble pour y arriver. Voilà, on va prendre la dernière série des questions. On va commencer par Monsieur Jacques Moulouba. Et puis ce sera M. Eric Izami, Patrick Ilunga, et on terminera avec une question en lingala pour le ministre de la Santé de Mme Nathalie Sekabouro. On va prendre les questions en série, comme ça on va y répondre une fois pour toutes. Merci. Ma question, d'abord au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, il y a une certaine psychose qui se vit à Kinshasa depuis ce matin. Et il y en a qui estiment qui attendent de vous une clarification, qui vous accusent pratiquement de taire une certaine information selon laquelle il y aurait des cas de maladie déjà dans la ville de Kinshasa, spécifiquement dans la zone de santé de Lemba ou vers Mbazalemba. Monsieur le ministre, quelle est la situation épidémiologique de la maladie à Kinshasa? Et une petite question également. Monsieur le ministre, j'ai été un peu sidéré quand vous avez parlé de relativiser les chiffres et les aires de santé. Plus de 2300 cas de décès, avec un cas de décès toutes les 30 minutes selon les statistiques, et tout ça c'est dans les 3 mois, et vous nous demandez de relativiser alors qu'il y a mort d'homme. Mais à l'Ouganda voisin, monsieur le ministre, nous avons appris que la situation de la maladie a été maîtrisée. Est-ce que vous ne vous êtes pas peut-être informé qu'est-ce qu'ils ont fait, nos voisins, pour stopper la propagation de la maladie, alors que chez nous, nous battons encore de l'aile, il faut le dire. Et une question à la ministre de l'Éducation nationale. Nous avons suivi le spot préparé par vos services, évidemment avec le concours de l'intelligence artificielle, c'est une bonne chose, mais la question est simple. Vous avez mis l'accent sur le lavage de mains dans les écoles. Bientôt, c'est la rentrée. Madame la ministre, êtes-vous rassurée que dans toutes les écoles, il y a au moins un endroit pour le lavage de mains, puisqu'il y a plusieurs écoles et qui n'ont d'école que de nom, et puis les quelques enseignants et le frais qu'on demande. Merci. Voilà, on va y répondre directement parce que c'est une question qui est sensible, celle de Kinshasa spécifiquement, et ce serait bien que le ministre vous donne davantage de détails à ces sujets pour que vous puissiez être édifié et édifier les autres. Monsieur le ministre, allez-y. Merci beaucoup. Alors, j'ai bien compris que vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Bon, alors donc, c'est important que quand vous affirmez, vous puissiez de temps en temps relativiser. C'est là où il faut relativiser. Parce que moi, je n'affirme pas les rumeurs. Moi, je donne l'information. C'est mon rôle de ministre. J'ai dit, et je répète, et je l'ai dit au début de cette émission, il n'y a pas de cas d'Ebola à Kinshasa. Vous savez qu'on ne peut pas cacher un cas d'Ebola. C'est impossible de cacher. Imaginons que je décide de cacher un cas. Comment les médecins vont le soigner? Dans quel hôpital? Habillé comment? Comment la famille va être traitée? C'est impossible de cacher un cas d'Ebola. Impossible. Je répète, nous avons décidé dès le début qu'il y aura la transparence la plus totale. Un cas d'Ebola, on vous informe. Un cas d'Ebola à Kinshasa, on informe, nous passerons à la télévision pour vous dire il y a un cas d'Ebola à Kinshasa. On ne peut pas cacher un cas d'Ebola, c'est impossible. Il va contaminer les autres. L'épidémie va commencer. C'est impossible à cacher. Le cas de Lemba, ce n'est pas Ebola. Je peux vous dire à 1000% que ce n'est pas Ebola. Nous avons testé, c'est négatif. Cette personne ne venait pas d'une zone endémique. Cette personne n'a jamais été en contact avec des malades d'Ebola. Cette personne n'a même pas présenté de la fièvre. Rappelez-vous que Ebola, c'est fièvre hémorragique. C'est une personne qui est morte de déshydratation liée à la diarrhée, très probablement un cas de choléra, parce que son fils a présenté de la diarrhée et c'est un cas de choléra. Donc il n'y a pas Ebola à Lemba. Alors vous dites, un mort toutes les 30 minutes. Faites juste le calcul. Vous allez voir que c'est une information qui est sortie dans la presse, je sais. Et vous l'avez répété comme c'était une vérité. Juste calculer. Un mort toutes les 30 minutes, ça veut dire
48 morts par jour, tous les jours. Mais regardez le Citrep que nous produisons avec tous les décès que nous produisons. Vous allez voir que ce n'est pas ça. Je n'ai pas relativisé. Je vous ai dit que quand nous décidons de dire qu'une zone de santé est touchée, c'est nous qui avons décidé ça. Quand nous regardons cette zone de santé maintenant, on voit dans une zone de santé, il y a des aires de santé. Quand nous regardons, quand nous disons toute la zone est touchée, mais si nous regardons les aires de santé, nous sommes à 8% d'aires de santé touchées. Ce n'est pas relativiser, c'est vous donner un tableau plus complet. Parce que si on dit que la Chopo est touchée, la Chopo a 7 cas. Comment ça s'appelle? L'Ituri a plus de 2000 cas. A plus de 4000 cas. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Mais nous avons décidé de dire, chaque fois qu'il y a un cas, que l'épidémie est là. Pourquoi? Parce que ça nous permet à nous d'adapter la réponse. Parce que vous savez, il y a la préparation et puis il y a la riposte elle-même. Ça nous permet à nous d'adapter avec le médecin-chef des zones, avec l'aire de santé. C'est pour cela que nous disons ça. Mais maintenant, quand je dis, voilà les détails de cette géographie, ça ne veut pas dire relativiser. Ensuite, vous dites, est-ce que vous n'avez pas appris de l'Ouganda? Cette affaire de l'Ouganda, j'ai déjà répété. L'Ouganda a eu 15 malades de chez nous qui sont partis chercher les soins et qui ont contaminé leur chauffeur, 5 personnes. Ça fait 20 cas. Donc, l'Ouganda savait qu'il y a des gens qui viennent chercher les soins, ils les ont pris, ils les ont soignés. Vous dites, qu'est-ce que vous avez appris de l'Ouganda? Mais l'Ouganda n'a pas eu d'épidémie comme nous. Comme on déclare l'épidémie à chaque fois qu'il y a un cas, c'est pour ça qu'on a dit que l'Ouganda était en épidémie. Mais l'Ouganda a eu 15 cas de chez nous qui partaient chercher les soins. Vous savez, j'ai déjà dit, là-bas, les gens traversent pour aller chercher les soins. Comme ceux qui quittent, notamment par Aru, ils traversent pour aller chercher les soins. Comme ceux qui quittent Mongwalu pour aller dans le Nord Kivu parce qu'ils rentrent chez eux. Donc, c'est ce mouvement-là qui a fait qu'il y a eu des cas en Ouganda, mais ce n'est pas une épidémie autonome en Ouganda. Rappelez-vous que quand nous déclarons l'épidémie, chez nous, il y a déjà plus de 60 morts. Il y a déjà 3 zones de santé touchées. Parce que l'épidémie s'est diffusée dans la communauté. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc ne comparons pas ce qui n'est pas comparable du tout. L'Ouganda n'a pas eu la même problématique que nous. Et donc on ne peut pas comparer en disant qu'est-ce que vous avez appris de l'Ouganda. L'Ouganda a eu 15 personnes qui sont venues chercher les soins et qui les ont soignés. Et il y a eu des morts parmi eux aussi. Donc, ce n'est pas comparable. Pour paraphraser le ministre de la Santé, justement, les Kinshasa, on a beaucoup parlé de cette embarcation qu'il y a eu sur les fleuves. Nous avons fait le choix de la transparence depuis le début. Et d'ailleurs, il y a certains qui nous le reprochent en disant, plus vous donnez des chiffres, plus on a peur. Peut-être que, malheureusement, tous les Citrep que nous sortons sont toujours assortis d'un tableau où on parle des faits saillants. Je suggérerais aux uns aux autres de les lire aussi. Et donc, s'il y avait des cas avérés d'Ebola, si nous ne les disons pas, les partenaires les diraient. N'oubliez pas que les statistiques que nous sortons, où les ministres à ma gauche, tous les mercredis, il a une réunion avec toute la communauté des partenaires avec lesquels nous travaillons au quotidien. Donc la transparence est une des règles dans la gestion de cette épidémie. Ce n'est pas seulement la transparence, c'est aussi la prévision, parce que hier nous avions eu presque 2 heures de réunion avec la première ministre et chef du gouvernement, qui a porté essentiellement sur ce dont le ministre parle tout à l'heure, la vaccination. Nous étions avec tous les comités nommés des éminents professeurs d'université, notamment le professeur Mouyembe, pour discuter de comment ça va se dérouler, parce que la première ministre suit de près. Et nous avons travaillé avec des experts sur le plan, dans l'hypothèse où les virus arrivent à Kinshasa. Et donc peut-être que le ministre va vous donner des détails supplémentaires sur des hôpitaux ou des centres qui ont déjà été préparés. On ne peut pas exclure cette hypothèse. Un cas peut arriver, ce ne serait pas la fin du monde, pour autant qu'il y a déjà un cordon qui est mis en place. Et donc d'ailleurs, sur Kinshasa, on va compter sur vous pour que, dans la sensibilisation, dans la communication que nous allons faire, pour que les uns les autres aient les bons réflexes dans l'hypothèse de la survenance de la maladie. Monsieur le ministre, peut-être un petit complément sur les centres ou les mécanismes mis en place au niveau de notre ministère pour prendre en charge Kinshasa si un cas arrivait. Parce que toutes les personnes qui étaient dans cette embarcation-là ont été testées et je crois qu'il y a des mesures qui ont été prises pour sécuriser
les fleuves en termes des dispositifs, des prises de température ou des screenings des passagers. Monsieur le ministre. Oui, c'était un cas très intéressant qui a fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander de ne pas relayer les infos d'émis. Parce que ce n'est pas parce qu'une rumeur commence que vous devez la relayer. Renseignez-vous, posez la question, gardez à l'esprit qu'on ne peut pas cacher un cas d'Ebola. C'est impossible. C'est impossible. Donc, avant de l'affirmer, renseignez-vous. Le cas du bateau, là, qui est venu, encore une fois, c'est nous qui donnons l'information. C'est nous qui alertons. Dès lors que l'alerte vient de la communauté, nous, maintenant, on alerte le système. Mais dans le système, il y a toujours quelqu'un qui prend l'alerte et qui diffuse. Et du coup, ça commence à partir dans tous les sens. Pour ce qui est du bateau, nous l'avons stoppé à plus de 65 km d'ici. Nous avons envoyé des barges pour que personne ne descende de ce bateau. Nous avons mis des barges à côté et nous avons ramené nos équipes de santé sur les barges et nous avons checké tout le monde qui était sur ce bateau. Et c'était intéressant parce que ça nous permet de passer notre message à la communauté. S'il vous plaît, arrêtez de tricher. S'il vous plaît, arrêtez de tricher. Ce bateau, on nous a annoncé 255 personnes. Donc le moyen que nous avons mis, c'était pour 255 personnes. Le bateau est arrivé avec 955 personnes. Imaginez si ce bateau avait coulé, on allait dire on a perdu 255 personnes, alors qu'on a perdu 955. Imaginez, nous avons prévu des tentes pour accueillir 255 personnes. Il y a 700 de plus. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de tricher. La riposte, c'est un problème de nous tous. Et donc, nous avons testé les gens. D'abord, ce bateau ne venait pas de Kisangani, donc il n'a jamais été dans une zone d'épidémie. Ensuite, il n'y a pas eu de mort d'épidémie sur ce bateau-là. Mais quand même, nous avons trouvé des personnes qui présentaient des symptômes de maladies banales. Nous les avons testés. Et c'est quand nous avons eu tous les résultats négatifs que nous avons libéré ce bateau. Et je rappelle que ce bateau avait déjà fait plus de 21 jours sur le fleuve. Donc même s'il y avait un cas d'Ebola, il se serait déjà déclaré. Parce que 21 jours, c'est le maximum de l'incubation. Donc, mais c'est à circuler partout qu'il y avait un bateau avec Ebola qui venait vers Kinshasa. Et parfois même des journalistes ont relayé ça. C'est pour ça que je dis, s'il vous plaît, vérifiez au moins l'information. Nous devons tous protéger la population. Ce n'est pas juste chercher à faire le buzz. Mais pour le cas de Kinshasa, le cas de ce matin, eh bien, ce n'est pas un cas d'Ebola, c'est un cas probablement de choléra, parce que l'enfant de ce monsieur a présenté de la diarrhée et c'est un cas de choléra. Monsieur le ministre, rapidement, sur Kinshasa, si un cas Alors, maintenant, arrive s'il y a un cas à Kinshasa arrive, je ne sais pas, vous avez peut-être vu il y a quelques semaines, peut-être même plus d'un mois, on avait fait un test même avec les partenaires. Si jamais un cas arrive, nous sommes prêts à le sécuriser. L'hôpital du Cinquantenaire, par exemple, est déjà prêt. Tout le circuit est prêt pour garder des malades. Mais nous avons, pour ceux qui viennent sur le fleuve, à 65 km, nous avons des tentes qui sont déjà prévues là-bas, qui sont déjà là. Nos équipes sont là 24 heures sur 24. Ils arrêtent tous les bateaux qui viennent. Parce que nous devons protéger Kinshasa. Mais nous avons envoyé, pour le cas de ce bateau-là, nous avons envoyé des équipes à la Mongala pour aller checker quand même. On s'est dit, mais on va quand même, nos équipes sont parties à la Mongala pour aller checker. Donc nous voulons vraiment protéger Kinshasa. Nous protégeons Kinshasa à partir de l'Ituri, à partir de Kisangani.